Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. À la veille du 20e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse qui fit 31 victimes, le commandant des opérations de secours de l'époque revient sur cette journée apocalyptique avec nos confrères de La Dépêche dans un instant. Le vaccin anti-Covid continue de faire débat. Si Bordeaux a été choisi pour tester ses effets secondaires, à Chamois-l'Orgueilleux, près d'Épinal, c'est un autre son de cloche que vous verrez. La commune se retrouve sans médecin car celui-ci refuse de se faire vacciner. Depuis le début de l'année, 12 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche, une situation qui tend un peu plus les relations entre Paris et Londres. Reportage de WEO, la chaîne de La Voix du Nord. Et puis dans ce journal également, les deux youtubeurs, McFly et Carlito, qui ont récolté des fonds au profit du sauvetage en mer en réalisant un exploit, la traversée de la Méditerranée à la rame. Nous démarrons ce journal en partant pour Toulouse avec un bien triste anniversaire, 31 morts, 20 000 blessés. C'est le triste bilan d'une des plus grosses catastrophes industrielles du siècle. Il y a presque 20 ans, l'usine AZF explosait. Alors que les circonstances du drame restent encore floues, Agnès Grimaldi et Clément Gassi de La Dépêche du Midi, nos partenaires sur place, ont rencontré Christian Pizzo-Caro, le commandant des opérations de secours de l'époque. Et vous allez le voir, il n'est pas prêt d'oublier ce 21 septembre 2001. Cette photo, pour moi, résume tout l'atypisme d'AZF. Déjà, le ciel. Avant l'explosion, le ciel était bleu. Là, c'est un gris, Et puis, bien entendu, ce centre de la photo, là, où on voit deux blessés, et également cet atypisme. Ces deux personnes représentent les centaines de blessés qui étaient sur le secteur et qui refluaient sur le centre de Toulouse. Et quand j'allais sur AZF, on m'arrêtait, on me demandait manu militari de porter secours aux blessés, mais je ne le pouvais pas parce que ma fonction n'était pas celle-là. Ma fonction, c'est de voir ce qui se passe, de comprendre et d'organiser. Donc à partir de là, ça c'était mon fil rouge, avec plus aucun repère autour. Donc je me devais de me focaliser sur ce que j'étais, sur quelle était ma mission pour réagir et organiser le plus tôt possible et le mieux possible. J'entendais parler du post-traumatisme, de tout ça. J'imaginais pas que le temps ne penserait pas tout ça, quoi. Mais non, c'est comme ça. Vous le savez, depuis le 15 septembre dernier, certains professionnels sont obligés de se faire vacciner pour pouvoir continuer à travailler. Le médecin de Chamois-l'Orgueilleux, à 25 km d'Épinal, lui, a refusé de se plier à cette injonction et s'est donc vu contraint de fermer son cabinet. Pour le soutenir et éviter de se retrouver dans un désert médical, des habitants ont lancé une pétition. Une histoire racontée par Anthony Sapp et Denis Lequienne pour Vosges Télévisions. Regardez. Une banderole au centre du village, un rassemblement devant l'unique cabinet médical de la commune. Tous ces gens sont des patients du Dr Bain à Chamois-l'Orgueilleux, entre Épinal et Darney, venus le soutenir parce que le médecin refuse de se vacciner contre le Covid et que par conséquent, à partir du 15 septembre, selon la loi, il ne pourra plus exercer. Les vaccins, j'ai toujours vacciné. Je suis très pro-vaccin. La preuve, le dernier vaccin, donc, qui est pour le papillomavirus chez les garçons, j'avais déjà commencé à le faire. Donc il n'est pas question d'être anti-vax. J'ai estimé que pour moi, je n'avais pas une balance bénéfice-risque qui était suffisante par rapport aux bénéfices pour recevoir cette injection. Pendant encore une semaine, le Dr Bain peut multiplier les tests de dépistage et continuer à travailler au contact des patients. Mais à partir du 15 septembre, le processus vaccinal devrait être enclenché pour être validé au plus tard le 15 octobre. Dans le cas contraire, et s'il reçoit toujours des patients, l'Agence régionale de santé et le Conseil de l'ordre des médecins devront intervenir. Clairement, la loi dit qu'il faut être vacciné, donc nous ne sommes pas là pour interpréter la loi, donc elle s'impose. Donc nous, on nous demandera de veiller à ce qu'elle soit respectée. Au niveau de la position médicale, il est clair maintenant que le bénéfice-risque de la vaccination penche vraiment en faveur de la vaccination. Elle n'est pas sans risque. Il y a eu des accidents, on ne peut pas le nier non plus puisqu'ils ont existé, mais
Quand on voit le nombre de malades quand on n'est pas vacciné, on ne peut pas ne pas vacciner. Pour les patients du Dr Bain, en tout cas, le problème, ce n'est pas le vaccin. Certains ont décidé de le faire, d'autres non. Personne ici ne juge la décision du médecin. Leur véritable souci, c'est juste d'avoir un médecin. Que ce soit l'État ou que ce soit l'ARS, ne nous propose rien du tout. Un remplaçant, une permanence, 2 jours par semaine, à cette heure-ci, on n'a rien. Les docteurs alentours, on ne veut pas nous prendre. Et on nous répond que si ça ne va pas, il faut aller aux urgences. J'ai peur pour ma patientèle, j'ai peur pour les malades les plus graves, j'ai peur pour les personnes âgées à domicile qui ne peuvent pas se déplacer. Officiellement, le Dr Bain est en vacances jusqu'au 20 septembre. Il ne sait pas encore s'il reprendra ensuite ses consultations sans vaccin, au risque d'être suspendu. Des situations comme celle-ci seraient très rares dans les Vosges. Le seul autre cas connu chez les médecins est celui d'un généraliste qui aurait opté pour la télémédecine, donc sans contact direct avec les patients, en attendant que la vaccination ne soit plus obligatoire pour le personnel soignant. Nous partons pour la Nouvelle-Aquitaine maintenant. En décembre, l'Agence européenne du médicament a lancé une étude sur les effets secondaires de tous les vaccins contre la Covid-19 dans près de 8 pays. Et en France, c'est Bordeaux qui a été choisi pour faire partie des villes pilotes de cette étude. Regardez ce reportage auprès de la task force qui s'appelle PharmacoEpi, un sujet signé Bénédicte Dohain pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Implanté au méga-centre de vaccination, PharmacoEpi tente chaque jour d'inscrire de nouveaux participants à l'étude Evanesco. Adolescents ou adultes, tous les témoignages comptent. Nous, notre idée, c'est de recueillir toutes ces données et les quantifier et les transmettre aux agences européennes pour qu'eux fassent leur travail d'analyse et disent globalement, il y a eu plus de rhume chez les gens vaccinés que les gens pas vaccinés. Ou inversement, il y a eu moins de rhume chez les gens vaccinés que chez les gens vaccinés. Et là, du coup, on peut, l'Agence européenne du médicament et les autorités sanitaires vont creuser un peu pour savoir s'il y a des risques éventuels liés au vaccin. Ne peuvent s'inscrire uniquement les patients qui viennent de recevoir leur première dose de vaccin dans un délai de 48 heures maximum. À ce jour, l'étude recense plus de 1000 participants. Il y a des enjeux qui sont assez importants puisque 1000 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir qu'à l'échelle d'une population, c'est pas assez. On vise au niveau du territoire national 11 000 personnes. Donc on espère que du coup, les gens qui restent à vacciner accepteraient de participer à l'étude. Une fois inscrit, chaque participant partage ses ressentis post-vaccination. Des données anonymes envoyées ici dans ce bâtiment du CHU. Reste aux équipes de PharmacoEpi de les analyser avant de les envoyer à l'Agence européenne du médicament. C'est vraiment un défi au niveau autant national et européen de faire parler la même langue à tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que vous disiez n'importe quel synonyme de j'ai mal à la tête, j'ai céphalée, migraine, tout ça, ça va être codé de la même manière en local grâce à un dictionnaire qui s'appelle MEDRA, qui va en fait permettre d'uniformiser le codage des effets indésirables. Donc un céphalée en France sera codé de la même manière qu'un mot de tête aux Pays-Bas. C'est dans cette pièce bien gardée que les serveurs traitent 24 heures sur 24 les données des 1000 participants. Si quelques similitudes apparaissent, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Alors on est toujours en train de les analyser parce qu'on ne peut pas analyser les 1000 patients seuls. On analyse les 1000 patients au regard de tout ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc on analyse des données européennes et donc on est en cours d'analyse et on va regarder ces données ensemble avec l'Agence européenne du médicament. Au niveau européen, l'objectif est d'atteindre les 65 000 participants. En France, la barre est fixée à 10 000. Covid toujours, en Martinique cette fois-ci, le virus a des conséquences inattendues. Les fleuristes de l'île ont de plus en plus de mal à s'approvisionner. Ils sont également pris d'assaut par les familles en deuil. Notons tout de même que depuis 5 semaines, le nombre de patients testés positifs est en baisse là-bas. Ce sont des images de Via ATV Martinique que vous voyez sur cet écran. Dans ce journal, nous partons pour le nord maintenant. Les personnes tentant de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche n'ont jamais été aussi nombreuses. Cette année, on en dénombre 12 000 contre 10 000 en 2020. Une tension migratoire qui met à mal les relations franco-britanniques d'ailleurs. À Londres, la ministre de l'Intérieur menace de renvoyer certaines embarcations vers la France. Les précisions à Calais de Caroline Fichten de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. C'était au début du mois sur la plage d'Ambleteuse. Des dizaines de migrants ont été empêchés de prendre la mer. Une tentative de traversée avortée donc, mais bien d'autres ont réussi. Traverser la Manche sur ce genre d'embarcation, c'est un réel danger. Alors quand la ministre de l'Intérieur britannique a annoncé vouloir refouler les migrants en mer qui arriveraient dans les eaux anglaises, ça fait bondir les associations. Cette idée, elle paraît complètement délirante. Donc après, à voir si c'est juste un effet de communication politique, en fait, pour peut-être capter de l'électorat à l'extrême droite, ou si c'est vraiment, ça va être suivi d'effets concrets, ce qui paraît
surprenant en fait, dans le sens où ce que demande Priti Patel, c'est quelque chose d'illégal en fait. Il y a des droits en mer et puis quand on dit repousser des bateaux, on oublie qu'il y a des gens sur ces bateaux en fait. Ça veut dire quoi, repousser un bateau et après quoi il n'a plus d'essence en fait et les gens on les abandonne au milieu de la Manche. Enfin ça n'a pas de sens. Les départs pour les traversées semblent se faire davantage dans le Boulonnais, plus au sud donc. Malgré cela, les camps restent majoritairement à Calais où les exilés sont environ 1500. La maire de la ville dénonce les propos de la ministre britannique et demande une nouvelle fois la renégociation des accords du Touquet et la création d'un comité interministériel sur la problématique migratoire. Au bout du compte, on subit, donc on est dans l'impuissance. On y met des moyens et on y met des gros moyens, mais ça n'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui, on est une ville frontière, donc on peut faire mieux. Et voilà, j'attends en tous les cas que cette proposition puisse être acceptée. La problématique migratoire à Calais n'est pas nouvelle, elle a plus de 20 ans. Ces tentatives de traversée par la mer sont plus récentes, des traversées dangereuses et qui se paient. Les exilés, avec moins de ressources, continuent de tenter leur chance en grimpant à bord des camions. Tout à fait autre chose maintenant. Cette semaine, une soixantaine de communes du Gard a été touchée par les inondations. Et mardi dernier, Gérald Darmanin était sur place dans la commune de Bernis. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Je vous propose de l'écouter au micro de Via Occitanie sur place. Afin que ces communes, le plus rapidement possible, puissent pour elles-mêmes comme pour leurs concitoyens ou pour le monde économique faire valoir les assurances et qu'ils ne soient pas, en plus des difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui d'inondation, qu'ils ne soient pas concernés par des lenteurs administratives. Et j'appellerai dès demain matin la présidente de la Fédération des assurances également. Tout à fait autre chose dans l'actualité maintenant. Emmanuel Macron, le président de la République, ne cesse de répéter aimer la prose de Jean Giono. C'est donc tout naturellement de passage à Manosque que le président de la République a visité sa maison en compagnie de Sylvie Duré-Giono, la fille de l'écrivain. Une visite que les caméras de La Provence, nos confrères sur place, ont pu suivre pour nous regarder. Je lui dis, mais papa, finis ta phrase. Il me dit, non, c'est pas la peine Sylvie, quand tu partiras, je reprendrai, je relirai ma phrase et je la terminerai, j'ai pas besoin. Et quelquefois, le soir, quand il a fini ses 3 pages, il écrivait toujours 3 pages par jour, pas plus. Et s'il avait fini dans la matinée, il n'écrivait plus de la journée. Mais quelquefois, quand il arrivait le soir, vous voyez, il finissait, sa phrase n'était pas terminée, il ne la terminait pas de l'autre côté. Il attendait le lendemain matin, il disait ça, c'est presque un sucre d'orge pour moi. Le plaisir de relire ma phrase et ensuite le plaisir de la continuer de l'autre côté. Et puis tout à fait autre chose pour nos amis bikers qui regardent le Grand JT des Territoires. Direction Écomois en Sarthe pour une escale du Tour de France en moto ancienne. Nous allons rencontrer Didier et Annie Beldan qui organisent l'accueil de cette étape depuis bientôt 3 ans. Devant la caméra de Margot Bianco de LMTV Sarthe, leur émotion reste palpable. Regardez. Découvrir la France à 50 km/h, c'est l'identité même du Tour de France à moto ancienne. L'itinéraire change à chaque édition. Cette année, les 49 motos sélectionnées parcourent près de 4000 bornes en 19 étapes. Alors le Tour de France à moto ancienne fait escale à Écomois parce que nous refaisons le circuit qu'avaient fait nos aînés il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, ils sont passés un peu plus loin qu'Écomois. Et comme nous organisons les étapes avec nos membres, avec les participants, nous avons la chance d'avoir un couple qui fait le Tour de France et qui est d'Écomois. Ce couple, c'est Didier et Annie Beldan, les seuls participants en tandem du cortège. Pour leur 3e participation au Tour, cette escale à Écomois est toute particulière. On était un petit peu stressés ce matin parce que on avait organisé un peu l'étape de ce soir et donc la réception, et donc on voulait être là les premiers pour voir si tout était au point. Donc on est parti très tôt ce matin, on a roulé que tous les deux pour gagner un peu de temps, quoi. Ouais. Et on est arrivé là vers 13h30. Très ému de voir tout ce public en fait. Dans l'après-midi, l'arrivée du monde, c'est une très belle étape. Sur leur CEMEC de 1951, le confort est rudimentaire. C'est l'une des règles de cette manifestation qui n'accepte que des motos d'avant 1954. Mais par passion, la seule passagère du Tour s'en accommode. C'est très confortable, j'ai pas du tout peiné pendant tout le périple jusqu'à maintenant. Et là, il reste plus que 4 étapes, donc je pense que ça devrait bien se passer. Cette soirée d'escale à Écomois est aussi une aubaine pour le tourisme. On essaie bien sûr de communiquer sur la commune, sur le canton, sur le département.
pour faire savoir que c'est une région où on peut aussi voir de belles choses et aussi faire des activités tout à fait intéressantes, puisqu'on a là des motards qui viennent de la France entière. Ça peut être aussi source d'idées de sortie, de tourisme pour d'autres motards. Les motards sont arrivés à Dol de Bretagne ce mercredi. Il ne leur reste que quelques 500 km à parcourir jusqu'au samedi 11 septembre. Le café, voilà une boisson qui fait des adeptes. C'est la boisson la plus bue du monde. 94% d'entre nous en consomment régulièrement. Mais pour satisfaire les amateurs, il faut des torréfacteurs. Et des bons, comme Éric Maignan, un habitant d'Ille-et-Vilaine, qu'a rencontré TVR, notre chaîne partenaire à Rennes. Dernière dégustation avant le grand départ. Éric Maignan est torréfacteur depuis maintenant 4 ans. Ce week-end à Paris, il va se mesurer au plus grand en participant au concours du meilleur mélange expresso de France. J'y vais, c'est pour tout, c'est de la curiosité, me comparer par rapport aussi aux meilleurs ouvriers de France qui vont être en face de moi, qui ont plus d'expérience que moi. C'est aussi, ça va me permettre surtout d'apprendre en fait. L'art du café, Éric l'a appris tout seul dans son garage. Il a lancé son activité à Donloup, qu'il a appelée la brûlerie du Castel. Chaque mois, il livre jusqu'à 400 kilos de café à une centaine de bars et restaurants. Pour ce week-end, Éric a confectionné durant 2 mois cette combinaison de 3 arabicas. Et tout se joue à la cuisson, un travail de parcimonie qui commence dès le choix du grain. Quand on met les cafés en sachet, c'est pareil, on regarde s'il y a un petit grain vert, un grain qui n'est pas cuit, on l'enlève. Enfin, voilà. C'est vraiment ça que nous, les petits artisans, on plaide et ça se retrouve aussi dans la tasse après, quoi. Face à lui, une quinzaine de candidats. Le résultat du concours sera annoncé lundi. Sans transition, et ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine, l'occasion de visiter ou de revisiter pour certains d'entre vous les trésors français. Or, parmi ces joyaux, certains se meurent malheureusement. Alors pour collecter des fonds nécessaires à cette rénovation des monuments, il a été lancé par la Française des Jeux, un jeu, à gratter d'ailleurs, qui s'appelle Mission Patrimoine. Parmi les bénéficiaires, le manoir de Kerlody à Plouénan dans le Finistère. Visite des lieux par le très heureux, vous allez le voir, propriétaire. Un reportage de Valérie Leroux-Coleno de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. C'est en se baladant en famille que ce Normand découvre il y a plus de 10 ans des cheminées qui dépassaient d'un énorme mur avec du lierre entouré de ronces. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que c'était. Un ancien manoir du XVIIIe siècle avec vue sur la rivière de Morlaix et l'île Calotte. En 2014, en partie, puis en totalité en 2018, il en fait l'acquisition. Aujourd'hui, seul le petit pavillon est rénové, ainsi que l'ancienne cuisine du château. Mais l'aile est reste-t-elle, comment dire, très aérée. Quant à l'aile ouest, c'est la partie qui est la plus urgente à reprendre avant qu'elle ne s'écroule complètement. Au moins stabiliser la maçonnerie. Je pense qu'au début, il ne faut pas trop regarder le coût financier, il faut y aller petit à petit parce que sinon on se décourage. La famille a déjà investi plus de 400 000 € pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Alors, être sélectionné par la mission Stéphane Bern. C'est une heureuse surprise, inespérée. Des travaux que j'aurais remis facilement dans 10 ans vont pouvoir avoir lieu dans 2 ans. Pour la Fondation du patrimoine qui a proposé la candidature de Kerlody, celui-ci remplit tous les critères de sélection. Des bâtiments visibles de la voie publique, qui n'est pas inscrit à l'inventaire et donc qui ne reçoit pas d'aide. On ne labellise que dans la mesure où les gens reconstitue le bâtiment tel qu'il était à l'origine. C'est vraiment de les encourager. Ça peut être 50 000 € comme ça peut être plus, tout dépend évidemment du loto. Soutenir le patrimoine, privé ou public, c'est aussi pour la Fondation la promesse de soutenir toute une filière dans la région. Ça va faire travailler des artisans du pays, maintenir le savoir-faire. 3 autres sites ont été récemment sélectionnés dans la région. L'église de Pontrieux dans les Côtes-d'Armor, celle du Verger en Ille-et-Vilaine et le manoir de la Cour de Launay dans le Morbihan. Depuis 2018, 27 projets bretons ont bénéficié du soutien de la mission patrimoine et 31 millions d'euros reversés. En Ile-de-France maintenant, chaque année, ce n'est pas moins de 1149 facteurs qui sillonnent les routes du département des Yvelines pour délivrer colis et lettres. Yann Arthus Bertrand a décidé de rendre hommage à ces hommes et femmes en bleu et en jaune en lançant un projet appelé Portrait de France par les facteurs. Les facteurs qui l'acceptent peuvent prendre en photo les clients emblématiques de leur tournée. C'est un reportage de TV78 dans les Yvelines donc.
Il est 14h30 à la poste Marly-le-Roi et Claude s'engage dans une tournée particulière. Aujourd'hui, il ne fera pas que distribuer le courrier à ses clients, il va aussi les prendre en photo. Alors, Je savais pas que tu avais des talents de photographe. Hein. Si, ça m'arrive, ça m'arrive. Cela fait 1 an que Claude est facteur et pourtant, comme beaucoup d'autres, il connaît déjà tous les habitants des rues qu'il arpente quotidiennement. Alors, face à cette proximité, Yann Arthus Bertrand et La Poste ont invité tous les facteurs de France à photographier les Français qui les touchent dans le cadre de leur tournée. Claude n'a pas hésité à participer. C'est la première fois que l'on propose à des facteurs de prendre effectivement un appareil photo, de pouvoir rentrer quelque part dans cette intimité que la plupart des Français ne voient pas, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens, de les prendre en photo et de leur poser des questions. Et au-delà du métier que nous avons et que nous aimons, c'est pour nous un véritable panorama pour vous de découvrir comment nous sommes au quotidien. Toujours le sourire aux lèvres, il tire le portrait des différentes personnes qu'il rencontre, toutes heureuses de se prêter au jeu. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur ces visages qu'il côtoie quotidiennement. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer en France ? C'est aussi là très très large. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt une baisse de l'intolérance. Mon facteur, je le croise tous les jours, et donc c'est vraiment une relation personnelle avec lui. Il me connaît, on se connaît. La relation de proximité est importante parce qu'on ne peut que mieux servir son client quand on le connaît. Je peux avoir des personnes qui ont des recommandés avec des bonnes, des mauvaises nouvelles, mais le facteur reste le facteur, toujours souriant. Un lien unique qui unit une profession humaine et celles et ceux qui l'inspirent ou l'émeut. Mais moi je suis facteur, et tous mes clients je les aime. Les photos recueillies seront présentées à travers une exposition digitale d'ici la fin 2021 et les plus belles photos seront exposées à la Poste du Louvre l'année prochaine. Voilà, connaissez-vous ce nom, Michel Oslo? Eh bien, c'est le réalisateur de films d'animation tels que Kirikou et la sorcière, Prince et princesse ou encore Azur et Asmar. Et bien plus de 400 œuvres du septuagénaire ont été réunies dans une exposition à Annecy que nous allons visiter grâce à Victoria Lopez pour 8 Mont Blanc qui a suivi le cinéaste dans sa déambulation. Regardez. Une malencontreuse chute l'a empêché d'assister en juin dernier à l'inauguration de cette exposition. Michel Oslo découvre enfin en ce mois de septembre le travail réalisé par les musées d'Annecy. C'est vraiment un hommage qu'on me rend et auquel je suis sensible et qui pourrait me rassurer au cas où j'aurais des doutes sur mes accomplissements. Le fait que ça se passe à Annecy, c'est le meilleur endroit pour moi. Annecy et le festival d'animation a été ma bouée de sauvetage et ma bouffée d'oxygène pendant très longtemps. Depuis le 4 juin, les visiteurs se pressent pour découvrir la vie et l'œuvre du créateur de Kirikou. Plusieurs salles rassemblent des objets et des documents inédits, prêtés pour la plupart par l'artiste lui-même et qui nous font entrer au cœur de sa création. On voit que l'œuvre de Michel Oslo a vraiment touché tous les âges. On a des personnes âgées, des enfants, des familles, des adolescents, des étudiants en art qui viennent aussi pour voir le travail de Michel Oslo. Donc un public très varié et des très bons retours. Donc on est ravis et en même temps on est... Je ne sais pas si on peut dire qu'on est surpris parce que vraiment le travail de Michel Oslo, il a touché tellement de gens, que ce soit les films de silhouette, que ce soit Kirikou ou Azur et Asmar, que je pense que découvrir ses dessins, découvrir sa manière de travailler et aussi découvrir d'autres facettes de Michel Oslo est quelque chose de très intéressant pour le public. De ses débuts difficiles à son lien avec le Festival d'Annecy, en passant par la genèse de ses plus grands longs métrages, l'exposition Michel Oslo, artificier de l'imaginaire, est à découvrir jusqu'au 11 octobre au musée Château d'Annecy. Tout à fait autre chose maintenant, je vous le disais dans les titres, les deux youtubeurs McFly et Carlito sont aussi à l'aise à l'Elysée que dans l'eau. Ils réalisaient un véritable exploit en reliant le continent à la Corse à la rame. Une mission pour récolter des dons au profit des sauveteurs en mer, un événement immortalisé par les caméras de Via Télé Paese, nos confrères partenaires sur place en Corse. Regardez. Ça va l'équipe? Ça va? Ça va? Allez, courage! Bravo, hein.
Il y a une récolte de fonds qui est organisée, les fonds doivent être remis à la SNSM. Pourquoi ce choix? Déjà, c'est une entreprise qui plaît énormément aux garçons par leurs gestes, leurs actions. Là, c'est vraiment 2 personnes qui sont au milieu de la mer et qui auraient besoin peut-être de ces gens-là s'ils avaient le moindre souci pour les accompagner. Et la récolte a très bien avancé puisqu'on a dépassé le cap des 10 000 € quasiment, même plus que ça. On n'a pas le compte exact à cette heure-ci. Ça va être redivisé à toutes les stations de la SNSM. Et pour finir ce journal, quelques images du concert donné au profit de La Tanière, un zoo-refuge situé en Eure-et-Loire. Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, Lio ou encore Zouk Machine se sont succédés sur la scène dans le but de récolter des fonds pour ce lieu un peu à part. Plus qu'un zoo, un refuge, c'est un véritable oasis pour les 600 pensionnaires qui ont tous vécu des épisodes douloureux dans leur vie et qui ont besoin de se remettre sur pattes. C'est le cas de le dire. Voilà, vous pouvez aider ce refuge La Tanière en leur adressant des dons sur l'adresse qui apparaît sur cet écran. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle édition très prochainement. D'ici là, bon courage à tous. Au revoir.